et fraternité, bienvenue dans les clochards célestes de Radio Campus, votre émission LSD, le sens du devoir. Ce soir, pour cette nouvelle émission, je suis entouré de 3 chroniqueurs. Tout d'abord, Matej, bonsoir. Matej, tu es étudiant à Sciences Po. Oui, c'est ça. Tu es passionné de vieilles chansons françaises. Absolument. Tu ressembles un peu à Fabrice Lucchini dans Perceval le Gallois. Je suis entouré aussi de Jean-Michel Leroy. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Tu es photographe. J'essaye. Tu es un peu le punk de notre émission. Oui, j'ai desserré ma cravate contrairement à tous les autres. Voilà. Et ensuite, enfin, Antoine Benacera. Bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs. Tu es un poète égaré en master à Sciences Po. Absolument. Un poète sans œuvre en plus, un poète sans poème. C'est non encore mieux, encore plus punk. Voilà, l'inutilité rayonnante de notre émission. Bravo. Et ce soir, nous recevons, mesdames, messieurs, un écrivain, Benoît Duterte. Bonsoir. Bonsoir. Benoît Duterte, pour nous présenter, pour nos jeunes auditeurs qui auraient le malheur de nous écouter et qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes l'auteur d'une œuvre assez considérable. Je peux citer Le Voyage en France, qui est le prix Médicis 2001, La petite fille et la cigarette, traduit dans une vingtaine de langues. Vous êtes également critique musicale à Marianne, vous écrivez au Match, au Figaro. Vous animez tous les samedis sur France Musique Étonnez-moi Benoît. Oui. Et vous venez de présenter votre candidature à l'Académie française. Est-ce que cette émission va pas vous porter préjudice? J'espère que non, je suis sûr qu'ils sont tous à l'écoute, donc il va falloir que je sois bon. Mais... Dire c'est tout nouveau, c'était il y a 2-3 jours, non? Oui, enfin, il n'y a pas très longtemps, mais c'était pas vraiment un plan de longue date, mais il se trouve que je connais pas mal d'académiciens fort sympathiques qui m'ont aussi dit tiens, ce serait bien, peut-être, se présenter. Alors voilà, quand on est sollicité d'une façon aussi gentille et aimable, on se dit tiens, on va aller voir. J'espère que ça sera une positive. voilà, ce sera une rébellion le contre 22 novembre, le vote. En tout cas, voilà, c'est une belle maison. Moi, j'aime bien l'Académie parce que vous savez, j'ai souvent l'impression que il y a des tas d'académismes dans notre époque, dans les arts, dans la littérature, mais l'Académie ne représente pas du tout l'académisme. L'Académie représente parfois au contraire une forme de liberté et de curiosité qu'on aurait moins dans certains grands journaux ou revues qui, eux, représenteraient peut-être plus ce qu'est l'académisme aujourd'hui en littérature. En plus, au fauteuil de Michel Déon, vous vous présentez, qui n'était pas très académique. Non, et qui était un homme très curieux, qui adorait découvrir des écrivains. Vous savez que Michel Houellebecq, par exemple, a séjourné chez lui en Irlande, qu'il était très proche d'une revue où j'écris qui s'appelle l'Atelier du roman, qui était toujours curieux, il aimait le roman d'un grand amour et il était toujours curieux des nouvelles personnalités qui émergeaient dans le monde littéraire. Alors Benoît Duterte, vous avez publié 2 livres en 2018, je m'étais dit on va faire 2 parties, 2 thèmes, 2 émissions, et finalement j'ai trouvé ces 2 livres totalement complémentaires. Alors le premier c'est La mort de Fernand Hochet, qui raconte la vie d'un dandy proustien qui aura passé sa vie à aimer l'art pour l'art avant de finir à Auschwitz. Et le deuxième c'est En marche, qui raconte un voyage en Rugénie, aux confins de la postmodernité. Et pourquoi j'ai lu ces 2 livres, l'un à la suite de l'autre, et pourquoi je les ai trouvés complémentaires? Car si d'une certaine façon l'un va raconter la mort de ce personnage Fernand Hochet, l'autre pourrait en quelque sorte raconter peut-être sa seconde mort. Si l'un raconte en fait comment est mort Fernand Hochet, l'autre pourrait raconter l'état post-mortem de cette civilisation post-année folle, où finalement il y aurait beaucoup moins de légèreté, de futilité comme il y aurait dans votre premier livre. Alors est-ce que c'est un hasard que si vous avez publié ces 2 livres en 2018, ou est-ce qu'il n'y a pas de hasard, Benoît Duterte? Non, honnêtement, j'ai pas pensé comme 2 livres complémentaires. Cela dit, vous avez raison. Fernand Hochet, pour reprendre un titre de Marcel Aimé que j'aime beaucoup, j'aurais presque pu appeler ça En arrière, parce que c'est un regard sur le monde du passé. Et En marche, j'aurais pu l'appeler En avant, c'est d'ailleurs le nom du parti dont fait partie le héros du livre, parce que c'est un regard vers le futur. Et vous avez raison aussi, ce futur, d'une certaine façon, il achève de liquider tout ce qui pourrait rester encore de cette histoire et de ce monde passé que j'évoque, que j'essaie de faire revivre même dans ce livre sur Fernand Hochet. Voilà. Après, maintenant, franchement, vous savez, bon, il se trouve que ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup écrit, parce que j'avais plein d'idées qui me venaient comme ça, et d'envie, de livres, et voilà, je dirais plutôt, au contraire, c'est la volonté aussi de changer un petit peu de registre d'un livre à l'autre, et donc après avoir travaillé pendant assez longtemps à faire des recherches presque historiques sur le personnage de Fernand Hochet, je me suis dit, tiens, maintenant je vais écrire un petit conte totalement fantaisiste, totalement loufoque, un peu dans l'esprit de Candide, et j'ai fait En marche, voilà. Publié chez Gallimard d'ailleurs. Paru chez Gallimard, et l'autre est sorti
sorti chez Ah oui, Fayard. il y a deux écoles pour deux styles différents. Et alors, on va partir. Un des points de départ de ce livre sur Fernand Hoxsé, c'est votre amour des vieilles chanteuses et des musiques complètement oubliées. Ouais. Et finalement, vous dites, il n'y a rien de plus provoquant aujourd'hui que des Mimi Stinguette, Félicie aussi. Ah bah, je pense en tout cas qu'il y avait une espèce de liberté dans le discours sur l'amour, sur la séduction, sur la sexualité, même dans les années 20, qu'aujourd'hui... autant de MeToo, etc. Bon, il faut quand même faire très très attention à tout ce qu'on dit. Faites très attention d'ailleurs. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des progrès par certains aspects, mais enfin voilà, c'est une autre façon de penser. Oui. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé. Vous savez, ça a commencé, vous êtes étudiant, mais ça a commencé avant, ça a commencé au lycée, avec une bande de copains, vers la classe de première, je pense. Et on était tellement encore dans les années gauchistes, où tout le monde était intello, engagé, on aimait que le théâtre, vraiment, qui a un message, etc., que c'est presque par provocation qu'avec mes amis, on écoutait Fernandel, c'était punk, exactement, voilà. On écoutait Fernandel, on écoutait Mistinguett, on écoutait toutes ces chansons de Bourvil aussi, qui étaient notre passion. C'était juste peut-être pour provoquer un peu nos aînés néo-68ards, voilà, parce que on leur rappelait autre chose qui s'appelle l'esprit de légèreté, la fantaisie, la moquerie, la futilité, qui sont des choses qui font partie beaucoup de l'histoire de l'esprit français, que moi j'ai toujours aimé. Voilà. D'ailleurs, ce serait totalement formidable que dans les boîtes à la mode aujourd'hui passent des chansons de Fernandel, ça serait génial. Mixé par David Guetta, t'imagines? Par exemple, et là, on passerait par exemple C'est comme ça à Calcutta. J'ai connu un vieux abartiche qui voulait faire du cinéma. En tournant, il devint derviche. C'est comme ça que le derviche tourna. Par Brahma, oh quel drôle. Et le compositeur est mort à Auschwitz aussi, d'ailleurs. Par Brahma, c'est comme ça à Calcutta. Alors justement, vous le disiez hors micro, le compositeur est mort à Auschwitz, la transition est merveilleuse. Non, mais, c'est important de le dire pour une raison simple, c'est parce que justement dans ces années où j'avais 17 ans et on écoutait tout ça avec mes amis, en gros, il y avait le discours... un petit peu le discours stéréotypé intello de gauche, c'était de dire tout ça c'est de la musique un peu facho, franchouillarde, collabo, etc. Parce qu'on associait au fond tout ce qui était l'ancienne France, ça avait en gros l'étiquette collabo. Et donc moi je trouve ça bien de rappeler que non justement les gens qui faisaient vivre ce milieu artistique du musical, etc. c'était souvent des juifs qui étaient venus de toute l'Europe à Paris, parce que Paris était la ville du spectacle, et certains d'entre eux, notamment Casimir Oberfeld, là, qui a fait cette musique et qui était très ami de Fernandel, certains d'entre eux sont morts de façon absolument abominable à Auschwitz. Et c'est le cas aussi de Fernand Hoxsé, donc le héros de ce livre que j'ai écrit pendant quelques années. Non, mais ça me faisait penser à la chronique joyeuse et scandaleuse de Maurice Sachs, en fait. Oui, dans le style et même dans le destin de l'auteur, enfin dans le registre écrit, mais c'est... Oui, parce que Fernand Hoxsé, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a écrit des opérettes, qui a fait des décors de spectacles, qui a écrit de la poésie, qui a été dandy dans le cercle de Marcel Proust et d'Henri de Régnier, qui a été proche aussi de tous les fantaisistes du music-hall de l'entre-deux-guerres. C'est quelqu'un qui résume vraiment cet esprit de Paris. Je dirais plus que l'esprit français, c'est l'esprit de Paris. C'est Paris cosmopolite, joyeux, léger, insolent, etc. Et c'est aussi ce personnage-là qui va donc finalement être rattrapé par l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le monde entier rêve encore de Paris en l'imaginant un peu tel que vous venez de le décrire, en fait. C'est frappant. Parisien-là est encore c'est la manière dont on vend Paris au moins aux étrangers. Oui, parce que le discours progressiste veut toujours nous faire croire que faut surtout pas dire que c'était mieux avant ou que c'était bon, d'accord, on dit comme on veut, mais la vérité, moi ce que je remarque, c'est que moi, j'aime bien regarder des films à grand spectacle hollywoodiens ou autres. En général, dès que vous avez une scène qui se passe à Paris, ça commence par quoi? Par un petit air d'accordéon. Même Mission Impossible ou autre, hein, c'est collé à cette ville, cette époque. C'est mon idée que chaque ville, vous savez, a une espèce d'âge d'or comme ça qui lui est attaché pour toujours comme ça. Et dans l'imaginaire collectif, Paris ce sera toujours ou ce sera encore longtemps la ville des impressionnistes, de l'accordéon, etc. etc. D'ailleurs, vous racontez dans un livre qui est plus récent, qui est plus ancien, qui est le livre pour adultes, justement, que vous avez écrit après le décès de votre mère.
récapitule un petit peu votre manière de Ouais, de c'est voir vrai, les choses. c'est un livre important pour moi. Et et vous dites, j'ai tout un passage justement sur cet accordéon à Paris qui est complètement qui ennuie complètement le personnage là, donc de cette petite histoire, parce que c'est composé. Oui, c'est une nouvelle dans le roman en quelque sorte. Oui. Et qui en fait essaye désespérément d'écouter sa sonate de Schubert, et qui ne réussit pas parce qu'il y a devant ou un saxophoniste ou un accordéoniste. Oui. Parce que j'habite près de Notre-Dame, en fait, pour vous dire la vérité. Et près de Notre-Dame, qui est devenue une espèce d'annexe de Disneyland, on peut dire, l'île de la Cité, évidemment, sont arrivés des bataillons d'accordéonistes, des Roms, beaucoup en particulier, parce qu'ils ont une tradition musicale. Mais enfin, en gros, ils viennent là pour les touristes, et donc les touristes les prennent pour des titis parisiens, et pour ressembler encore plus à des titis parisiens, ils jouent toute la journée La Vie en Rose, d'Edith Piaf. Et je vous assure que quand vous êtes là, essayez de travailler, que vous entendez toute la journée La Vie en Rose, il y a de quoi devenir fou. C'est atroce. Quand je suis venu tout à l'heure à l'émission, je traversais juste derrière Notre-Dame la Seine pour entrer sur l'île Saint-Louis, et j'avais mes écouteurs, j'avais du rap à fond, et il y avait un connard qui jouait de la guitare jazz de manière magnifique, qui m'empêchait de savourer. J'étais vraiment dégoûté. Alors Fernand Haussé, il aura fini donc à Auschwitz le 30 juillet 1944. Il aura passé sa vie à être superficiel par profondeur, à finalement défendre la bonne humeur et la légèreté comme vertu supérieure de la civilisation, à défendre le panache de l'ivresse et de la désinvolture. Et vous montrez comment finalement ce personnage est donc mort 2 fois, déjà à Auschwitz, et ensuite parce que tout ce qu'il a défendu, c'est-à-dire cet esprit dandy de grand chemin, la futilité, l'hédonisme, a été renié après-guerre en fait. Voilà, parce qu'il faut dire que les années 1920-1930 sont un véritable âge d'or parisien. Le monde entier est à Paris, les artistes d'Europe centrale, mais aussi d'Amérique, les écrivains, les compositeurs, tout le monde est ici. Et Paris, c'est un peu l'effet de la Première Guerre mondiale, hein, c'est ce qu'on appelle les années folles, d'une certaine façon, célèbre son esprit, sa légèreté, sa fantaisie, etc., etc. Bon, tout ça est peut-être pas si bien que ça, puisque ça conduira malgré tout à une catastrophe en 40, mais enfin, voilà, il y a cet âge d'or dont Fernand Hauxé est un des personnages. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que justement, quand arrive la guerre, et quand arrive le désastre de 40, il y a une première condamnation de la France d'avant-guerre qui est le fait du régime de Vichy, qui dit c'est parce qu'on a trop fait la fête, parce qu'on a été trop futile, qu'on a perdu la guerre, donc il y a un espèce de procès de la légèreté française, de la joie de vivre française qui est fait mené d'abord juste après la défaite par Pétain et son entourage, c'est-à-dire nettement dans les discours de Pétain. Et ce qui est terrible, c'est que après la guerre, au lieu qu'il y ait une renaissance de cet esprit-là, ce sont les vainqueurs d'une certaine façon, c'est-à-dire toute la nouvelle classe intellectuelle, et notamment la gauche communiste et autres, qui va à nouveau faire le procès de l'esprit d'avant-guerre, comme une espèce d'art bourgeois dégénéré, décadent, etc. Même les gaullistes. Voilà. Et même les gaullistes disent aussi c'est la faute d'une certaine façon de la légèreté. Donc il y a un énorme procès qui dure depuis 1940, mais presque jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine façon, de l'esprit de Paris. Voilà. Mais j'aurais une question. Est-ce que vous pensez qu'après-guerre, qui a été l'époque de l'apparition et de la diffusion de l'existentialisme, est-ce que vous pensez que c'était pas une forme de légèreté sérieuse, vous voyez, de légèreté pour normalien, de légèreté qui se prenait au sérieux, qui pratiquait ça peut-être avec application, alors que là aussi dans l'imaginaire, l'existentialisme c'est le jazz, les caves de Saint-Germain-des-Prés, les cigarettes, le vin rouge, tout ce qu'on veut. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a là quelque chose de biaisé par rapport à cette légèreté d'avant-guerre dont vous parliez ? Oui, non, parce que Paris étant Paris et les Français étant ce qu'ils sont, dans tout ce qu'ils font, même quand ils sont intello, il y a toujours une espèce d'attitude comme ça, un petit peu effectivement, un petit peu décalée, un petit peu légère, un petit peu cynique, qu'on retrouve aussi bien d'ailleurs, dans la nouvelle vague, il y a quand même toujours, ou dans la French pop, comme on dirait aujourd'hui, il y a toujours dans tout ce que font les Français, même quand ils sont plus vraiment dans la tradition française, une espèce de petite sophistication qui malgré tout renoue d'une certaine façon avec quelque chose d'assez emblématique de la culture de ce pays. D'ailleurs, vous dites que la nouvelle vague avait un petit côté un peu fasciste, c'est ce que vous dites dans votre livre. Ah non, ça c'est encore une autre chose. Non, j'irai pas jusque-là, mais enfin, ce qui se passe, là encore, si vous voulez, c'est que tous les milieux artistiques d'après-guerre vont donc reprendre le procès de l'avant-guerre qui a été commencé sous l'occupation. Voilà. Et ça vaut pour la musique, c'est-à-dire qu'après la guerre, c'est Boulez par exemple qui dit voilà, il faut jeter aux ordures toute la musique d'avant-guerre, c'était de la musique facile, futile, etc. Tout ça c'est terminé. Mais c'est aussi effectivement la nouvelle vague qui va
faire le procès du cinéma français, de Carnet, de Duvivier, de Clouzot, de tous ces grands réalisateurs qui étaient là avant, comme quelque chose d'horrible. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le discours de la Nouvelle Vague reprend, le discours critique de la Nouvelle Vague reprend textuellement le discours de Lucien Rebatté. Voilà, tout à fait. Qu'il tenait dans les journaux collaborationnistes, déjà pendant la guerre, contre le cinéma français. Quand vous regardez les arguments de Rebatté pour détruire, si j'ose dire, Marcel Carné, par exemple, Truffaut va reprendre à peu près... D'ailleurs, Truffaut était un grand lecteur de Rebatté. Je dis pas qu'il était... Ça dénonce, là. Non. Je dis pas qu'il était collabo ni d'extrême droite. D'ailleurs, il était trop jeune. Mais il a été nourri un peu par cette façon de penser, par ce procès français, ce procès de l'esprit français qui commence en 1940 et qui peut-être, parce qu'on n'a pas vraiment gagné la guerre, ni on l'a vraiment perdu, on sait jamais très bien ce qui s'est passé pendant cette Seconde Guerre mondiale, qu'on n'a jamais vraiment refermé ce procès. D'ailleurs, Rebatté va chanter les louanges de Pierre Boulez, qui était un compositeur de musique contemporaine. Lucien Rebatté, qui est aussi un grand mélomane d'ailleurs, il a une grande culture, mais qui est un écrivain collaborationniste, de la pire espèce par ailleurs. Mais Rebatté, au fond, il crache sur Poulenc, sur Reynaldo Hahn, sur tout l'esprit, sur Offenbach, sur toute la musique française légère. Et qu'est-ce qu'il aime? C'est Wagner, c'est l'Allemagne, et puis c'est Boulez, c'est l'avant-garde, etc. Ce qui est assez amusant, c'est que vous faites justement le grand écart entre ces deux mondes. C'est-à-dire que vous avez étudié avec Ligeti, avec Stockhausen, avec Xenakis, et d'un autre côté, vous diffusez Patachou et Devadessi sur vos antennes. Donc comment est-ce que vous expliquez justement ce grand écart C'est compliqué, vous savez, moi on est toujours un peu englué dans sa génération. Alors, je devais être assez double quand, dès l'adolescence, entre cette volonté de provocation vis-à-vis de l'ordre établi quand on écoutait Fernandel avec mes amis. Et puis en même temps, cette fascination pour l'avant-garde, etc. Et donc, à 16 ans, j'étais un boulésien fanatique. J'étais prêt à égorger toute personne qui n'écouterait pas le marteau sans maître. J'essayais de lire le nouveau roman, mais malheureusement, ça me tombait toujours des mains, donc j'arrivais pas. Marguerite Durazoir. Je faisais quand même des efforts. Et voilà, donc... D'ailleurs, je pense que c'est important dans ma vie, c'est que cette critique d'une certaine avant-garde, d'une certaine modernité que je fais, est passée quand même par l'amour de ça. Donc je connais assez bien de l'intérieur. J'ai essayé, j'ai même aimé parfois. Et d'ailleurs, je ne mets pas Ligeti sur le même plan que Boulez. Pour moi, c'est un grand compositeur, Ligeti. Donc voilà, mais j'ai commencé par adorer ce que j'ai ensuite systématiquement démoli. Mais alors, on va se replonger dans cette époque où dans la vie, il fallait pas s'en faire. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Oui. Ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère Momo. à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Alors d'ailleurs, Fernand Hosquet va composer aussi une opérette qui va fignoler inlassablement, mais qui ne va jamais paraître. Voilà. Écoutez, écrivain sans livre un peu. C'est-à-dire que les années 20-30 sont un âge d'or extraordinaire de l'opérette, et c'est là que se niche tout l'esprit fantaisiste, à travers notamment un auteur qui s'appelle Albert Wilmets. Ouais. Qui a écrit « Dans la vie, faut pas s'en faire ». Voilà. L'expression est entrée dans le langage courant. On est merveilleux là. Mais ça vient d'une opérette en fait qui s'appelait Dédé, qui date de 1921. Ouais. Et tout ça est... Imaginez qu'en 1925... Tous les théâtres de Paris sont des théâtres d'opérette. L'Athénée, les Nouveautés, les Variétés, tous les théâtres de boulevard sont tous des théâtres d'opérette. Tout le monde va voir ces spectacles le soir. Et il y a même des phrases qui entrent dans le langage courant, qui sont des refrains d'opérette. Il y a « Dans la vie, il ne faut pas s'en faire », mais si vous n'aimez pas ça, n'écoutez pas les autres, c'est un refrain d'opérette. En réalité, à l'origine, puis c'est devenu une phrase est-ce que je te demande si ta grand-mère fait du vélo ?» C'est encore un refrain d'Albert Wilmets, qui est entré dans le langage courant. Voilà. C'est le cœur de la culture de l'époque. Et Fernand Hoxsé, mon personnage qui lui, alors c'est un peu compliqué parce que c'est un peu un dilettante en même temps. Il a une fortune de famille, il a jamais eu vraiment besoin de travailler. C'était mon rêve, mais malheureusement ça s'est jamais produit. Mais... C'est notre rêve à tous, autour de cette table. Voilà. Et donc il s'est livré à ses passions toute sa vie, que ce soit effectivement faire des costumes, faire des décors, faire de la poésie, écrire de la musique avec beaucoup de talent. Et à un moment donné, évidemment, il s'est mis à écrire une opérette qui s'appelle Shukun.
dont tout a été perdu parce que Oui. ces biens ont été entièrement volés, spoliés, comme on dit aujourd'hui, pendant la guerre. Tout ce qui restait de cet homme, de cette vie de collection, de voyage à Venise pour trouver les objets les plus extraordinaires. Il avait une des plus belles collections d'automates au monde, Fernand Hoxsë. Tout a été pillé pendant la guerre, dans son appartement de la rue de l'Estrapade, dans le 5e arrondissement. Tout a disparu simplement. Et je dois dire que j'étais pas, moi, spécialement sensible, enfin, je trouvais ça grave, mais ces histoires de spoliation, je l'ai vu de loin. Et quand on suit ça à travers un personnage auquel on s'attache et qu'on voit qu'il ne reste rien de rien, que tout a été volé. Et vous avez fait une quête après, vous avez fait une sorte d'enquête. Alors il y a un tableau qui a ressurgi, qui est aujourd'hui au musée d'Orsay, qui était parti en Allemagne pendant la guerre, qui avait été probablement volé comme les autres, et puis qui est revenu avec les dommages de guerre et qui est aujourd'hui à Orsay, qui s'appelle Le souper au bal d'Edgar Degas. Quand même, c'était un tableau de Fernand Hoxsë. Voilà, aujourd'hui c'est mentionné d'ailleurs au musée d'Orsay parce qu'il n'y a pas vraiment d'héritier. Et voilà, c'était un merveilleux personnage, collectionneur, compositeur, une multiplicité de talents. Et je dirais c'était surtout, moi je suis assez attaché à ce genre de figure. C'était un passeur, entre les arts, entre les générations, etc. Parce que l'art, il est fait de grands génies, puis il est fait aussi de gens qui font circuler les choses. Il y avait un côté, c'est encore plus beau parce que c'est inutile aussi un petit peu, non? Oui, doctrine bien sûr, qu'on applique parfaitement ici. Mais il y a dans toute cette génération une espèce aussi de culte de la futilité, justement, qui est considéré comme le point le plus élevé du raffinement intellectuel. Ils avaient fondé un musée de la frivolité d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on trouvait dans ce musée de la frivolité? Le musée de la frivolité, c'était beaucoup de petites, justement, de petites boîtes à musique, de décors des années du 19e siècle, etc. Parce qu'il avait une vraie passion, Fernand Hoxsë, pour l'époque d'Offenbach. C'était vraiment son... Vous savez, on a tous comme ça, des espèces d'âge d'or imaginaires comme ça. Moi, ce serait l'époque de Fernand Hoxsë, mais lui, c'était 50 ans avant, c'était l'époque de Jacques Offenbach et de la vie parisienne et du Second Empire. Et alors, il collectionnait tout. Chez lui, c'était une espèce de décor extravagant de choses du Second Empire. Il organisait des soirées et il y avait même, avec tout le personnel de la maison qui participait, qui était habillé en costume d'époque, etc., dans une villa où tout Paris défilait. Et il s'est fait connaître comme ça, en fait, en organisant des espèces de soirées artistiques où il mélangeait un petit peu tous les arts, mais avec toujours cette ambiance très Second Empire. Oui, il utilisait la maison comme un théâtre. Voilà, c'est ça, comme un théâtre. Donc chaque personne, comme c'est génial. D'ailleurs, quand on a des problèmes familiaux, on voit ça comme des beaux drames. Voilà. Et du coup, on l'a repéré, on lui a demandé de venir organiser d'autres soirées dans des grands hôtels à Paris, notamment chez la Princesse de Polignac et à d'autres endroits. Et puis, on lui a demandé de participer à la mise en scène des premiers spectacles du Théâtre des Champs-Élysées, etc. Et il est devenu un peu l'homme à qui on faisait appel quand on voulait concevoir une espèce de soirée très, très belle, très bien organisée, très, très raffinée, etc. Et d'ailleurs, la Princesse de Polignac, grande mécène, vous écrivez qu'il n'aimait pas plus les femmes que son épouse n'aimait les hommes, que son époux n'aimait les hommes, condition idéale pour former un couple heureux. Bah oui, c'est parfait. Ils sont bien ensemble, ils sont mariés, ils se montrent dans le monde, et puis chacun fait ses petites affaires de son côté. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Mais vous savez, il y a une grande liberté dans cette époque, au moins dans un certain milieu qui peut se le permettre, en tout cas, mais une assez grande liberté de mœurs. Il y a qu'à lire Sacha Guitry, etc. Oui. Bon, voilà, tout homme a des maîtresses, toute femme a des amants, et dans le cas des Polignac, tout homme a des amants, toute femme a des D'ailleurs, maîtresses. Hoxsë s'est remarié avec sa belle-sœur, non, c'est très très bizarre. Non, mais ça arrivait assez souvent, quand son frère est mort, parce que son frère était poète et opiomane. Et donc souvent ensemble. Comme nous tous. Le poète à ma gauche, vous êtes... Le poète est en ce moment en montée d'opium, donc il ne peut plus parler. Tout à l'heure, c'est pour ça. Vous allez me vexer. Le poète opiomane Julien Hoxsë a tellement fumé d'opium qu'il a fini par avoir des gros soucis de santé. Et quand il est mort, sa femme a donc épousé son frère, Fernand Hoxsë. Voilà, mais ça se faisait souvent, notamment dans les familles juives, comme ça, quand un membre de la famille disparaissait, la veuve épousait son frère. En l'occurrence, il était libre, puisqu'il lui aussi était plutôt tourné, je pense, vers les messieurs que vers les dames. Ah, d'accord, oui, tous. Mais on se perd dans les arbres généalogiques, là. Et alors, ce que vous expliquez, on va revenir un peu sur ce siècle parisien, c'est ce qui a changé fondamentalement à partir de 1850, c'est que les grands artistes parisiens se sont mis à prendre Paris comme sujet de leurs œuvres. Alors qu'avant, je sais pas, les poètes rêvaient plus de Moyen-Âge, de ruines, de brigands, et à partir de Balzac, on parle de Paris. Moi, oui, c'est une chose qui me fascine, c'est ce que j'appelle le siècle parisien.
effectivement, qui pour moi va à peu près de 1850 à 1950, où on pourrait dire du règne de Louis-Philippe à la fin de la 4e République. Enfin bon, on peut faire ce qu'on veut, mais ce siècle dans lequel, alors non seulement Paris est la capitale artistique du monde, non seulement Paris est le lieu où émergent les grands mouvements, à commencer par l'impressionnisme, le naturalisme, le symbolisme, etc., dont vont s'inspirer les artistes du monde entier, mais effectivement, ce qui est fascinant dans ce siècle parisien, c'est que c'est Paris qui devient son propre sujet. C'est-à-dire qu'à l'époque romantique, par exemple, disons 1830, Paris est déjà un carrefour universel. Tout le monde est à Paris. Verdi est à Paris, Wagner est à Paris, Heine et tous les poètes allemands sont à Paris. Mais bon, ils font du romantisme ensemble, ils rêvent effectivement du Moyen-Âge, des montagnes, des décors de nature, etc. Voilà. Et avec Balzac, Paris devient son propre sujet, Paris devient, et dans tout le théâtre après, et qui va évidemment se développer à la fin du 19e siècle, dans le théâtre de boulevard, dans le théâtre comique, mais aussi dans le théâtre plus sérieux, Paris ne fait que mettre en scène d'une certaine façon la vie parisienne, et ça va durer pratiquement jusqu'à l'époque d'Édith Piaf, on peut dire, voilà, comme ça, Paris comme sujet, et pas seulement comme lieu de création. Mais Balzac a donné Flaubert, Maupassant, Proust, Zola, qui ne font tous Céline, que parler de la vie parisienne. Alain Pocard. Et l'excellent Alain Pocard que je salue, sûrement, voilà. Michel Leroy, non? Non, là comme ça, non. Pourquoi pourquoi pas, après tout? Non, mais si, cela dit, si, ce que vous disiez de Paris, en fait, m'amènerait, mais peut-être que c'est un petit peu prématuré dans le fil de l'émission prévue par notre animateur. C'est prématuré. C'est-à-dire, c'est vers votre autre livre, enfin, en l'occurrence, peut-être pas exactement celui-là, mais certains de vos livres, et cette manière qu'a une certaine littérature que je trouve assez, j'aurais tendance à utiliser le terme efficace, par l'effet de réel qu'elle produit, à mettre en scène des personnages parisiens, même archétypaux. On peut penser à l'animateur de télé ou des choses comme ça que vous avez mis en scène dans vos précédents livres. Je pense en particulier à un livre que j'avais lu il y a quelques années, Le Retour du Général, où on a comme ça des personnages parisiens, des politiciens, des journalistes. Et finalement, vous vous inscrivez de ce point de vue-là, dans cette tradition-là qui place son action romanesque pas mal à Paris et dans la société contemporaine. En tout cas, c'est mon côté entre guillemets alors balzacien. Je crois qu'on peut dire que j'appartiens à un courant de la littérature française quand même, illustré très bien aussi par mon excellent ami Michel Houellebecq, qui est le retour ou le goût d'une littérature sociale et balzacienne, c'est-à-dire dans le sens où on étudie les rapports sociaux, la façon dont le monde évolue et transforme les rapports sociaux et dans la façon dont ces choses s'entremêlent. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était un petit peu tabou là encore dans la génération littéraire qui nous a précédés, qui était beaucoup plus obsédé par des recherches de forme, d'écriture, d'intimisme, de psychologie, de soi, etc. C'est pas trop notre truc dans l'ensemble. Nous, on aime bien mettre en scène le jeu des humains. Moi, j'ai envie de dire, je dirais cyniquement, presque comme des marionnettes, comme ça, dans le monde contemporain. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, qui fait que j'aime aussi Molière et tout. Même quand c'est incarné, en fait. Ça me fait penser à un livre qui est peut-être un peu moins important, mais c'est un roman de Philippe Labro qui s'appelle Les gens, où ce que vous venez de décrire est exactement mis en scène. Parce que finalement, il raconte une histoire qui se déroule entre l'Amérique, Paris, et ce ne sont que des personnages qui sont assez archétypaux, qu'on identifie immédiatement. Tel animateur de télévision, pense immédiatement à Ruquier, par exemple. Des choses assez transparentes. Alors Houellebecq va jusqu'à mettre les vrais noms. Oui, il y a eu un procès de Wikipédia d'ailleurs, je crois, ou des trucs comme ça propre. Mais alors, on a une petite chanson, un petit truc sur Paris. On se rappelle les chansons, un soir d'hiver, un vrai visage, la scène, un marchand de marron, une chambre au 5e étage, les cafés crème du matin, Montparnasse, le café du Dôme, les faubourgs, le quartier latin, les Tuileries et la place Vendôme. Paris,
C'était la gaieté Paris, c'était la douceur aussi, c'était notre tendresse. Alors, une des modifications fondamentales également dans la chanson, et ça rejoint tout ce qu'on vient de dire, si vous disiez par exemple avec Trenet ou même Piaf qu'on vient d'entendre, il y avait une jouissance immédiate, c'est-à-dire un plaisir d'essence. Au fond, il y avait l'esprit et le corps, la fond et la forme. Tout ça faisait un seul qui crée une sorte d'orgasme musical. Et maintenant, on n'est plus peine à jouir dans la musique. Dommage qu'on soit à la radio, parce qu'on met Simon très sauté sur son fauteuil quand il parle d'orgasme musical, c'est vraiment un spectacle, mes enfants. Non, mais il faut dire que ce pari que j'aime beaucoup, effectivement, mais qui dure d'ailleurs encore dans les années 50-60 pour une part, c'est une usine à spectacle extraordinaire. Je veux dire, aujourd'hui, nous, on est fascinés aujourd'hui, à juste titre, par la qualité ou la puissance, même avec ses défauts, de l'usine à spectacle hollywoodienne, par exemple. Mais Paris, à l'époque, c'est ça. Il y a un savoir-faire absolument sublime dans le domaine de la chanson. C'est-à-dire que faire une chanson de Piaf ou de Trenet, c'est pas seulement faire une chanson. Bon, c'est un auteur, c'est un compositeur, ce sont des orchestrateurs extraordinaires qui sont des grands musiciens, qui écrivent des arrangements pour des grands orchestres qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui dans la chanson parce que ça coûte trop cher. Et puis c'est un format, c'est une tradition, c'est un savoir-faire. Une chanson ne dure pas plus de 3 minutes à l'époque. Alors c'est parce que les phases des 78 tours ne durent pas plus de 3 minutes. Mais malheureusement, depuis qu'on a finalement abandonné le 78 tours, à mon grand regret, eh bien, les chanteurs se laissent aller et vous font des chansons de 8 ou 15 minutes qui n'en finissent pas et qui sont pas capables en 3 minutes de vous raconter vraiment une histoire et de vous emporter avec 3 couplets et 3 refrains. Et il y a vraiment un savoir-faire de l'usine musicale parisienne dans les music halls, dans les enregistrements, dans les disques, au cinéma à l'époque qui est tout à fait extraordinaire. Puis est-ce qu'à votre avis, il reste encore quelques représentants de cette école parisienne de la chanson ou d'une chanson de qualité au moins? Il reste des très grands arrangeurs. C'est un métier qu'on ne connaît pas. Je vous recommande, il sort ces jours-ci un livre dont je ne sais plus le titre exact, mais enfin ça n'avait jamais été fait, un grand dictionnaire des arrangeurs de la chanson française. Parce que la chanson, c'est une voix, c'est des paroles, une musique, mais c'est cet art d'habiller la musique et d'en faire quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas si vous vous intéressez un petit peu aux chansons de Brel, de Ferré, etc. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'elles sont si fortes? Parce qu'il y a des orchestrations sublimes. Dans le cas de Jacques Brel, c'est François Robert, qui était un grand musicien qui avait toutes ces orchestrations. Dans le cas de Ferré, c'est Jean-Michel Defaille, qui vit toujours, qui était grand prix de Rome, prix de conservatoire, qui a mis cette couleur merveilleuse avec le temps et toutes ces chansons qu'on aime, etc. Et oui, donc il reste aussi par exemple Jean-Claude Petit, qui est le président de la SACEM aujourd'hui, qui a mis en couleur toutes les chansons de Claude François, de Julien Clerc, etc. Et il y a un sacré métier derrière tout ça. Hein. Il en reste un peu quelque chose, mais ils sont tous un peu désespérés parce que, voilà, pour des raisons notamment économiques, tout le monde préfère aujourd'hui se débrouiller avec sa petite machine. Et les 3 minutes maintenant sont celles de la consommation du titre, parce que autrement l'auditeur se casse, quoi. Et d'ailleurs, il y avait une chose incroyable dans les chansons, c'était aussi la faculté à mêler le tragique et le drôle. Par exemple, on connaît mal la chanson Je chante de Charles Trenet. Est-ce qu'on peut passer Je chante de Charles Trenet? Est-ce que c'est possible? Juste la fin, on va écouter parce qu'il y a quelque chose que les gens ne savent pas à la fin de Je chante de Charles Trenet. Visiblement, la technicienne ne sait pas non plus. Mais la technicienne ne sait pas non plus. Bon. Alors, ce qui se passe à la fin de Je chante de Charles Trenet, c'est que le type se pend. Et tous les garçons apprennent cette chanson hyper joyeuse, alors qu'en fait, c'est terrible. Ben oui, c'est vrai. Les techniciens ne subissent pas le même sort. Voilà. Mais c'est le génie, de cet esprit, je dirais encore, qui devrait l'esprit de Paris, cette façon de ne jamais prendre les choses totalement au tragique, même quand elles sont tragiques, etc., d'avoir toujours une espèce de distance qui peut être aussi très émouvante à la fois, plutôt que de se laisser aller. C'est Je chante après, c'est ça, et c'est très beau cette chanson, bien sûr. Il y a une autre chanson de Charles Trenet qui est tout à fait dans le même esprit en un sens, Le bon roi d'Agobert. Je ne sais pas si vous connaissez. On a beaucoup dit que cette chanson parlait en fait du maréchal Pétain, notamment. Ah oui. Un roi qui est comme ça enfermé dans sa tour, qui finalement est abandonné de tous, qui veut empêcher la guerre, mais etc. Mais Charles Trenet, alors c'est merveilleux parce qu'au fond, Trenet, il réinvente complètement, presque à lui seul, la chanson française au milieu des années 30, en y mettant un petit air de jazz,
mais en gardant quelque chose de totalement français. C'est la différence aujourd'hui avec certains de ces jeunes chanteurs qui donnent l'impression de vouloir, parlons pas du concours Eurovision, de vouloir imiter simplement ce qu'il y a de plus mauvais dans la culture américaine. Mais là, il en fait quelque chose de... Comme a fait Gainsbourg à sa façon, d'ailleurs aussi après la guerre. Il s'empare comme ça de modèles venus d'ailleurs, mais il y met quand même quelque chose d'un esprit vraiment, vraiment français. Et il chante avec une voix naturelle, alors que tous les chanteurs chantaient comme ça à l'époque, et lui, il prend une voix très claire, très simple. Ah oui, aussi, oui, bien sûr, les chanteurs à texte. Ouais. Maintenant, c'est l'autotune. On a changé d'époque. Maintenant, c'est l'autotune. C'est quoi l'autotune? C'est le fait de modifier complètement la voix et ça donner Écoutez quelque chose. Écoutez les chansons de Jules, le Marseillais, mon petit Simon, vous allez comprendre. Quelque chose qui donne un son complètement électronique. Charles Trenet est censuré sur cette radio, donc on va essayer de passer à autre chose. D'ailleurs, vous racontez une anecdote assez drôle. Vous avez aussi eu des ennuis avec votre technicien radio dans le livre sur Fernand Hosquet. Décidément. Vous voulez passer tout va très bien, Madame la Marquise, et là, qu'est-ce que le technicien vous dit? Le technicien me dit, mais non, je passe d'ailleurs. Non, il ne s'est pas permis de m'empêcher de le passer, mais je passe tout va très bien, Madame la Marquise. Et à la fin, le technicien, un peu perplexe, me dit, mais est-ce que c'est pas une chanson un peu pétainiste? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est cette idée qu'en gros, de toute façon, toute la culture française ancienne, elle est plouc, franchouillarde et pétainiste et collabo. Si les voix sont un peu trop chevrotantes à la fin des... Alors que le problème, c'est que Je chante a été écrit en 1935, donc parler de pétainisme en 1935 c'est un peu problématique, qu'ensuite elle a été composée par Paul Misraki qui est un compositeur juif, et qu'elle a été jouée par l'orchestre de Ray Ventura qui lui aussi était juif et qui a dû s'exiler pendant toute la guerre. Donc l'idée que ce soit là une chanson pétainiste c'est quand même un petit peu... On a un extrait, Ici le technicien est plus gentil qu'à Radio France. On déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. La version de Ray Ventura est meilleure. C'est la version de Ray Ventura. Non, c'est une reprise. C'est clair. Mais c'est très bien aussi. C'est très bien. En tout cas, cette entrée là aussi dans les mémoires, c'est ça qui est bien, c'est que cette culture très dénigrée, qu'on regarde de haut, finalement, elle nous laisse plein de petits airs, bouts de paroles, comme je disais tout à l'heure, dans la tête, quoi. Et on chante encore dans des moments de joie. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Orchestre de Ray Ventura également, exilé, je le redis, pendant toute la guerre, pas du tout pétainiste pour le coup. Bien sûr. Alors maintenant, on nous reste un peu de temps, on va parler de votre second livre et on va se mettre maintenant en marche. On pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Oui, il est temps de se mettre en marche. C'est le jingle d'En Marche. Non, c'était pas une chanson oubliée de Ray Ventura. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, ce livre En Marche raconte la vie de Thomas. Oui. Thomas, c'est un jeune député En Marche, donc toute ressemblance... En avant, pardon. Toute ressemblance avec des faits ou personnes réelles serait purement fortuite. Oui, c'est pas du tout le même nom. Aucun rapport. Vous aviez pensé ça, appeler Tintin en rue Génie, un peu comme un truc de BD? Oui, c'est un peu de la BD. J'ai appelé ça conte philosophique. Donc c'est un livre de fantaisie où le trait est un petit peu caricatural volontairement. Je précise que ce livre qui s'appelle En Marche, donc, que j'ai fait un peu sur le modèle de Candide. Hein. C'est une espèce de Candide qui est égaré dans la société d'aujourd'hui, notre Thomas donc. Candide aurait été député En Marche. Voilà. Oui, parce que je pense, et c'est pour ça que j'ai pris ce titre après coup, c'est que je pense qu'il y a chez les députés En Marche et chez Macron, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, il y a une forme de sincérité un peu naïve. Je pense qu'ils sont vraiment persuadés qu'avec tout leur bagage technique, toute leur expertise venue des grandes écoles, etc., et de la finance et tout ça, qu'ils savent vraiment ce qu'il faut faire qu'il faut qu'ils le fassent comprendre au pauvre peuple. Mais ils savent et ils sont un peu naïfs. Donc c'est pour ça que ça allait bien avec Candide, à mon avis. Mais en réalité, pour dire vrai, j'ai écrit ce livre avant l'élection d'Emmanuel Macron. Oui. Tu es un prophète. J'ai écrit ce livre l'été précédent l'élection d'Emmanuel Macron, mais alors que le mouvement En Marche existait déjà. Et j'avais quand même été déjà frappé un petit peu justement par ce profil du jeune bourgeois progressiste et mondialiste qui veut changer le monde avec beaucoup de foi et de sincérité, et qui va peut-être se heurter quand même à une chose qu'on appelle le réel, comme ça, c'est pas toujours si facile que ça. Et donc j'ai écrit le livre comme ça, voilà. Et à ce moment-là, ça s'appelait plutôt effectivement Thomas en rue Génie ou Thomas
cinéma et les mystères de la rue Génie, etc. Très Tintin. Et puis tout d'un coup, quand le livre a été fini et qu'entre-temps, effectivement, Macron a été élu, je me suis dit, tiens, mais en fait, mon personnage, il marche tout le temps. Il ressemble vraiment beaucoup à un député macronien, donc je vais appeler Livre en marche. On a discuté un peu avec Antoine Gallimard, puis finalement, voilà, j'ai choisi ce titre. Mais d'ailleurs, ce qui est assez... Mais est-ce que vous l'avez vraiment écrit ? Vous n'avez pas rajouté des petits trucs ? Parce qu'il y a un passage sur un peu le balance ton porc dans une gare avec une dame. Vous avez vraiment écrit ça il y a 2 ans ? Oui, vous étiez... attendez, c'est très ancien. Oui, ça monte simplement d'année en année, mais ça s'intensifie. Le combat s'intensifie. Mais Philippe Muret, qui nous a quittés il y a déjà presque 12 ans, voilà, a déjà beaucoup écrit sur le sujet de cette évolution parfois problématique des rapports entre les hommes et les femmes. Donc voilà, c'est pas nouveau. Là, en l'occurrence, non. Voilà. Le ton que vous donnez à cet écrit ressemble un peu, effectivement, vous parliez de Philippe Muret, à ces nouvelles, je pense à Roux Carré notamment. Ces 3 nouvelles qu'il a écrites peu avant sa mort. Exactement, voilà. qui du coup sont ce qu'on a de plus récent de lui sur l'époque finalement. Écoutez, oui, je vous avoue que j'y ai pas pensé, mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, en tout cas on se connaissait assez bien, et il avait un regard très, très incisif sur tout ce qui se passait. C'était toujours très drôle de parler avec lui parce qu'il voyait tout et tout ce qu'il y avait derrière tout. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre de fantaisie qui raconte donc le périple de ce personnage à travers ce pays imaginaire qui s'appelle la rue Génie et qui résume toutes les tares, si je peux dire, ou tous les caractères de notre époque dans un tout petit territoire quelque part là-bas au centre de l'Europe. On va continuer d'en parler, mais on était prophètes nous aussi, car on savait que vous alliez parler de Philippe Muret et nous avons un extrait d'une chanson de Philippe Muret. L'agence Opérator de l'avenue du Maine proposait des circuits vraiment époustouflants. Elle en avait relevé près d'une 40aine qui lui apparaissaient plus que galvanisants. On l'avait alléché avec bien des projets. Une saison en enfer, un été meurtrier, un voyage en Hollande ou au bout de la nuit, un séjour de 3 heures en pleine Amazonie. 5 semaines en ballon ou sur un bateau ivre, à jouir de voir partout tant de lumières exquises, ou encore 15 jours seul sur la banquise, avec les ours blancs pour apprendre à survivre. Elle est morte un matin sur l'île de Tralala, des mains d'un islamiste anciennement franciscain, prétendu insurgé et supposé mutin, qui la viola 2 fois puis la décapita. C'était une touriste qui se voulait rebelle. Lui était terroriste et se rêvait touriste. Ils étaient tous les deux altermondialistes. Leur différence même n'était que virtuelle. Alors, dans ce pays, en rue Génie, on pense que la pollution vient non pas des voitures, des avions, des télés ou toutes ces choses, mais des pets, des vaches. Les vaches pétomanes nous emmerdent, quoi. Il faut le dire. Ça, quoi, c'est le début du livre. Parce que, écoutez, moi je suis un amoureux des vaches de longue date. J'avais même écrit un livre qui s'appelle À propos des vaches à mes débuts. Et je me suis beaucoup scandalisé des immenses bûchers de vaches qu'on a vus partout au moment de l'affaire des vaches folles, vous savez. Et tout d'un coup, de découvrir comme ça dans différents écrits sur la pollution, le développement durable, comme on dit aujourd'hui, etc., de découvrir que les vaches étaient parmi les principales coupables de tous les maux dont on souffre aujourd'hui. Je trouvais ça quand même un petit peu cruel pour ces pauvres créatures. Alors je sais bien que l'élevage intensif réellement doit produire des problèmes de cet ordre. D'ailleurs, moi je ne suis pas spécialement pour l'élevage intensif, loin de là. Mais enfin voilà, je voulais montrer un petit peu ce décalage entre une espèce de vieille ferme avec 2 fermiers un peu archaïques et leurs petits troupeaux qui essaient de survivre tant bien que mal, et des inspecteurs de l'hygiène qui débarquent chez eux pour leur expliquer qu'en fait ils sont en train de détruire l'humanité avec leur cheptel. Voilà. D'ailleurs, les rots bovins sont aussi très, très ennuyeux. Les rots bovins sont très nuisibles, non, vous dites. Le rot, également. Toute émanation de gaz du bovin est un fléau pour l'humanité. Il faut mettre des compteurs GGR dans le cul des vaches. Alors comme ça, en plus, avec la montée du mouvement vegan, effectivement, il y avait bientôt... C'est terrible. Voilà. Le problème, c'est que les végans, du coup, ne veulent pas qu'on mange les vaches. Alors si on arrête de les manger, elles vont vivre encore plus longtemps et du coup péter encore plus. C'est une aporie, en fait. C'était donc la vache, le pétomane dont on avait parlé avec Alain Poca. Antoine, de quoi voulais-tu nous parler, hormis des vaches pétomanes? Oui, eh bien, on dit quelquefois que la meilleure façon d'étudier une œuvre
d'en tirer la substantifique moelle et de la pasticher, n'est-ce pas? Ce qui est très vrai. Eh bien, à la lecture de ce conte philosophique où donc le personnage de Thomas arpente une espèce de meilleur des mondes, ce petit pays où absolument aseptisé, américanisé, ubérisé, où l'ouverture et le développement durable sont les valeurs suprêmes, etc. Eh bien, il aurait pu nous venir l'idée d'écrire un pastiche, une scène, un passage supplémentaire à votre roman où dans la grande école parisienne dont Thomas serait très probablement issu, eh bien un syndicat étudiant progressiste hégémonique qui aurait l'ambition en quelque sorte de transformer les facultés en de petites rues génies, n'est-ce pas, publierait un jour un communiqué qui aurait à peu près cette teneur: à l'attention des personnes qui ont enlevé les protections hygiéniques dans les toilettes dites masculines pour les placer dans les toilettes dites féminines, nous vous rappelons que les hommes trans et certaines personnes intersexes ont leurs règles et ont tout autant le droit que les femmes d'avoir des protections dans leurs toilettes. Nous vous rappelons que nous mettons en place ce dispositif gratuitement et que voir des protections hygiéniques dans vos toilettes n'est pas une atteinte à votre masculinité. Eh bien, vous me direz c'est trop caricatural, vous n'auriez pas poussé la fantaisie jusque-là. Et puis d'ailleurs, ça n'est pas votre style si raffiné, si voltairien. Eh bien, en effet, ce communiqué est authentique, il a bel et bien été publié tel quel par un grand syndicat étudiant en septembre dernier dans une grande école parisienne. Pour certains d'entre vous font partie, non? Peut-être, oui, c'est ça. Tous Situé rue Saint-Guillaume. Et alors, quelles sont les conséquences pour toi, Antoine? Tu m'avais parlé. Eh bien, il peut changer de tampon sans souci, quoi. Non, c'est vrai. On peut se demander quelles sont les conséquences physiologiques qu'a la vue des tampons hygiéniques en face de soi dans les toilettes des hommes. Mais c'est vrai, beaucoup d'anti-modernes, car on peut oser dire que votre conte philosophique est une sorte de plaidoyer anti-moderne à sa façon. Beaucoup d'anti-modernes parlent de la dévirilisation de nos sociétés. Et or, on peut s'apercevoir d'ailleurs que dans ce roman, Thomas est implicitement dans des situations où on porte atteinte à sa virilité, à la fois de façon explicite avec cette espèce de féminisme exacerbé où il est arrêté à cause d'un regard trop appuyé dans les transports en commun, etc. Mais aussi il est souvent confronté à des femmes qui, par exemple une femme inspectrice de police, des femmes athlètes d'une équipe de football, etc. On peut voir une sorte de déploration de la dévirilisation de nos sociétés. Je ne me trompe pas, je crois. Et ça a et tu nous avais dit que ça avait une conséquence sur la perte de qualité de notre sperme. Je suis très inquiet pour ton sperme, Antoine. Je n'osais pas sur Radio Campus Paris, mais en effet, on peut se demander si ça n'est pas là l'origine physiologique de ce phénomène. Non, je vous signale simplement parce que dans mes références culturelles importantes, il y a la série South Park, et dans laquelle il y a plusieurs épisodes sur cette question des toilettes qui sont extrêmement drôles, et des toilettes pour les non-genrés ou je ne sais pas quoi, qui doivent avoir leur propre toilette, et dont abuse beaucoup Cartman pour essayer d'avoir ses toilettes pour lui tout seul, mais évidemment. Mais en tout cas, c'est très, très bien, très drôle ce que vous avez raconté là. Mais alors, on va remonter dans un truc très sérieux. On va recevoir bientôt un sociologue qui s'appelle Michel Maffezoli. Je sais pas si vous connais son nom. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il décrivait exactement de façon très compliquée ce que vous disiez, c'est-à-dire que la postmodernité finalement induit une sorte de retour de l'archaïque et de retour des tribus. Parce qu'en fait, En Marche, c'est plein de petites tribus. Il y a ce côté retour d'archaïque avec des tribus qui se battent les unes entre les tribus des joggeuses, voilà. Oui, c'est ça. Il y a même des tribus sur le trottoir, d'une certaine façon. Ça, c'est une chose qui se développe aujourd'hui. Non, je parle de... Il y a un conflit qui se développe carrément à la fin du livre entre les piétons, les cyclistes, les trottinettistes, les gens en roller qui étaient chers à Philippe Muret. Toutes les créatures à roulettes finissent par chacune constituer des micro-communautés qui se haïssent et qui doivent chacune circuler dans leur couloir réservé, etc. C'est évidemment au cœur du livre, effectivement, avec aussi cette équipe de footballeuses dans le cadre des championnats de la diversité qui sont organisés en Rugénie. Et j'ai d'ailleurs rien contre le football féminin, mais ce qui m'amusait, c'était plutôt l'idée que j'ai déjà entendue chez des footballeuses, c'était l'idée que
c'était par une forme de discrimination qu'on leur avait interdit depuis si longtemps de jouer au football, etc. Alors je crois que simplement, les femmes, pendant très longtemps, n'avaient simplement pas pensé à jouer au football, qui était un gros truc de gros machos qui aiment bien se mettre sur la gueule entre eux. Voilà, et donc... et puis il y a la communauté des motards qui affronte la communauté des touristes, alors que même pourtant ils sont tous les uns les autres touristes, mais il y a les touristes qui font du bruit, puis les touristes qui veulent du silence et qui occupent les mêmes territoires, et tout ce monde comme ça est effectivement extrêmement divisé. Mais ce qui est important justement dans ce livre, d'une certaine façon, c'est la méthode presque de la composition du livre. Vous donniez un exemple très concret là à Sciences Po, c'est que au fond tout ce que je raconte dans le livre existe. Le seul effet du livre, c'est de rassembler tout ça en résumé dans un seul pays et dans une seule histoire, ce qui d'une certaine façon est censé montrer un peu la folie de toutes ces choses qui sont simplement prélevées dans notre vie quotidienne. Cet effet de réel en fait. Voilà. Mais c'est une petite remarque et après je céderai la parole à mon confrère. Mais c'est une impression que j'ai eue souvent en lisant vos livres. On a cette impression, comment dirais-je, de science-fiction sans le côté science. Vous voyez, de dystopie concentrée, de dystopie légère et concentrée. C'est drôle, l'expression est juste. Je le cite encore parce que c'est très précisément Michel Houellebecq qui un jour me dit comme ça, tu devrais faire de la science-fiction parce qu'il adore ça, moi aussi. Et là j'avais écrit ce livre qui s'appelle La petite fille et la cigarette, qui est un peu sur le même procédé, si vous voulez. J'avais appelé ça de la fiction de l'anticipation légère. C'est-à-dire qu'il fait, comme vous dites, vous voyez, c'est-à-dire que au fond tout est vrai. C'est juste, je pousse juste le curseur un tout petit peu plus loin et je concentre tout ça dans un espace limité. Et d'une certaine façon, la folie de ces choses qui sont normalement diluées dans le quotidien et qu'on ne voit pas parce qu'on vit dedans, évidemment, éclate et, si j'espère, devient aussi drôle parce que tout ça est tellement désespérant que vaut mieux en rire, non ? Oui, évidemment, Matei. Ce qui est assez amusant, pour rebondir justement sur ce mot de tribu qui a été évoqué un petit peu avant, c'est que non seulement le moderne s'exprime en tribu dans ceux qui créent des petits groupes qui forcément... qui interagissent entre eux, mais peut-être pas forcément, et qui restent souvent fermés entre eux. Mais il y a aussi tout un chapitre, en fait, dans votre livre pour adultes, qui s'appelle La tribu. Et qui montre justement que le moderne, non seulement se constitue en tribu, mais crée des tribus au sens le plus archaïque du terme, dans le sens où cette tribu, justement, c'est une sorte de société un petit peu loin de tout, qui vit d'une manière complètement archaïque et qui finalement, sans vouloir révéler la chose, s'avère être bien plus lié au moderne. C'est une petite histoire que j'avais écrite qui c'est une idée à laquelle je pensais depuis longtemps. C'était parce que je voyais au fond tous les gens progressistes, entre guillemets, très attachés à la protection des cultures primitives, de ce qu'il en reste, mais en même temps prêts à liquider tout ce qui reste de leur propre culture un peu moins primitive. Et donc, voilà, c'était l'idée. On retrouve une tribu en Amazonie ou autre que tout le monde veut immédiatement protéger, à commencer par les écologistes, etc. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que les mœurs de cette tribu en matière de traitement des femmes, des enfants, de fumée, etc. sont absolument contraires à toutes les obligations de la société moderne et se crée un débat impossible entre ceux qui veulent quand même protéger cette tribu telle qu'elle est à l'écart du monde et ceux qui voudraient l'aligner sur les normes de la société contemporaine. Tribu qui s'avère justement être en réaction complète avec la société. D'ailleurs, qu'est-ce que Michel Houellebecq a pensé du livre ? Écoutez, il m'a écrit on s'envoie beaucoup de mails il y a quelques jours. Il m'a dit que ça lui avait beaucoup plu, mais il m'a pas donné beaucoup plus. Est-ce que vous n'allez pas un peu sur est-ce qu'il vous s'est pas senti un peu, vous n'allez pas sur ces plates-bandes un peu trop ? Non, parce que en même temps, je veux dire, ce genre alors du conte un peu bande dessinée, je crois pas que ça existe tellement chez lui. Lui écrit des romans avec des personnages qui, je dirais, entre guillemets, ont beaucoup plus de consistance, qui ont une psychologie, qui ont des parcours. C'est ça qui est merveilleux chez lui d'ailleurs. Il arrive à construire des destins comme ça qui évoluent. En l'occurrence, dans En Marche, c'est pas du tout le propos. C'est un trait beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide d'une certaine façon. Voilà. Il y a aussi un petit passage sur les agressions sexuelles avec un type qui est désespéré, qui a perdu son emploi, son épouse, toute sa vie est un échec. Et dans une sorte de réunion, il lui demande mais pourquoi tant de drames dans votre vie ? Alors qu'est-ce qu'il répond ? Parce qu'un prêtre a mis une main sur ses genoux quand il avait 13 ans et demi et il ne s'en est jamais remis. C'est donc ça qui nous est arrivé à tous, vous l'avez caché. Oui, parce qu'en ce moment on n'entend plus parler que de ça, on a l'impression que l'église catholique ça n'est plus qu'un vaste repère de pédophiles. Je sais pas, moi il se trouve que
par ma famille, j'ai été amené à fréquenter beaucoup l'église, le catéchisme, etc. Je n'ai pas eu d'expérience de ce genre et je trouve ça quand même un petit peu réducteur. Et puis il y a aussi, mais ça c'est pour les agressions sexuelles en général, pas seulement celles d'ailleurs des prêtres qui mettent une main sur un genou, mais parce qu'il y a aussi des vrais viols par ailleurs. Mais justement, il y a une confusion de tous les niveaux, quoi, hein, dans les affaires sexuelles. Aujourd'hui, on a l'impression qu'un vague attouchement ou un coup d'œil, ce serait pratiquement un viol de la même façon qu'un acte réellement violent. Et donc voilà, je me moquais un petit peu de ça. Ouais. Voilà. Mais comment Gallimard a accepté de publier ce livre en fait? Gallimard n'avait pas peur de que ça crée des problèmes, non? Je vois des froncements de sourcils dans le studio technique. Vous n'avez pas oui, ça. Je vois. Oui. De temps en temps, je me retourne vers notre aimable technicienne. L'émission est en train d'être coupée. mais je me demandais, est-ce que vous avez eu peur à un moment? J'ai bien dit, je suis absolument révolté par toutes les vraies agressions sexuelles. Oui. Là, en l'occurrence, dans ce passage du livre, voilà, c'en est pas une. C'est une petite, un petit souvenir d'enfance qui tout d'un coup est exacerbé. Parce qu'il y a aussi ce côté de ces affaires qui ressurgissent. Vous voyez, c'est très de notre époque. 20 ans, 30 ans après, tout d'un coup, on a l'impression que, bon, peut-être qu'il y a des gens qui sont réellement traumatisés par des actes pas si épouvantables que ça pour leur vie. Mais enfin voilà, c'est un livre, voilà, c'est une fantaisie. Allez, n'exagérons pas. Jean-Michel, vous aviez, non? Sinon, j'avais une remarque comme ça. Là, je vois dans le petit fil directeur de l'émission qu'on nous a gentiment distribué avant son commencement, chose sur l'aseptisation du monde, qui est effectivement un thème qui revient régulièrement dans vos livres. J'avais noté, là je repense dans le Retour du Général, il y a cette disparition des œufs mayonnaise qui ne sont pas aux normes européennes. C'est le point de départ d'une révolution, oui, effectivement, la révolution de l'œuf mayonnaise. Oui. Et c'est effectivement, ce qui est drôle, c'est que vous illustrez ça par le nom d'un personnage qui s'appelle, je crois, Stéphane Gloss, et finalement ce n'est jamais qu'un docteur Pangloss plastifié. Bien sûr, alors c'est effectivement Pangloss, puisque le livre délibérément s'inspire un peu de Candide, ou de l'ingénu, ou des contes voltairiens, et donc je voulais qu'il y ait un philosophe qui en fait est le maître à penser de toutes les réformes en eugénie, qui est un philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle La globalisation heureuse, qui est sur tous les fronts de guerre avec les caméras pour montrer ses combats héroïques, etc. Enfin, chacun pourra faire les rapprochements qu'il veut, mais c'est peut-être quelqu'un qui a sorti une pièce de théâtre je sais pas, à Brooklyn, non? J'ai rien dit. Et donc ce Stéphane Gloss, le caractère de sa doctrine qu'il applique en eugénie, et je crois que c'est aussi quelque chose de notre époque, c'est la plus grande liberté pour les affaires, pour la finance, pour le commerce, etc. Mais une assez grande surveillance pour les comportements individuels, l'hygiène, la sécurité, la sexualité, etc. Antoine. Le personnage peut-être le plus complexe de cette dystopie, puisque ce personnage n'applique pas justement à lui-même, à son propre mode de vie, toutes les doctrines qu'il édicte pour la société. Il s'isole dans une belle propriété rurale où on pratique l'agriculture traditionnelle, pas aux normes, etc. Et d'ailleurs, c'est un esthète. J'ai mis 2 mois dans ce personnage d'ailleurs. Mais justement, vous savez, j'ai connu beaucoup, par exemple, vous savez, il y a les architectes les plus, je dirais, pas trop méchants, mais enfin les plus criminels, c'est-à-dire ceux qui ont construit les plus abominables, criminels du béton, les plus abominables cités de banlieue, souvent se construisaient pour eux-mêmes des merveilleuses propriétés avec toute la science de l'architecture moderne, etc. Le Corbusier a fait la Villa Savoie et la Cité radieuse. Voilà, c'est exactement ça, Pangloss, au fond. Mais vous aimez Rue dans les brancards, parce qu'à l'époque où tout le monde défendait la voiture, vous aviez écrit un livre anti-voiture, Benoît Duc, qui s'appelait Le Grand Embouteillage. Est-ce que j'aurais pas un peu l'esprit de contradiction? Vous avez inspiré la mairie de Paris, c'est vous. C'est donc lui critiqué le docteur Gloss de l'époque. J'ai écrit le grand embouteillage contre l'excès de circulation automobile, notamment dans les villes, et je ne reviens pas sur cette idée. Par contre, je pense que la façon dont, par exemple, la ville de Paris entend régler le problème de la circulation est absolument catastrophique et produit plus de nuisances qu'elle ne prétend en supprimer. Voilà, c'est simplement, c'est la méthode qui ne me convient pas. Ah, c'est qu'une question de méthode. Et puis que par ailleurs, effectivement, il y a la réalité d'une population à laquelle, depuis des décennies, des générations, on apprend que l'important, c'est d'avoir une voiture, qu'il faut se déplacer avec sa voiture, que la voiture, d'ailleurs, sert à financer une partie de l'économie, et puis qu'il y a de moins en moins de transports qui permettent de se déplacer
déplacer sans voiture, et tout d'un coup, ces gens-là deviennent des espèces de criminels qu'on désigne partout comme des coupables, qui doivent toujours payer plus, se débrouiller plus, et patienter dans les embouteillages toute la journée pour arriver à rentrer chez eux. C'est pas gentil. Au fond, c'est passé de la barbarie à la décadence sans avoir connu la civilisation. Vous pastichez un peu d'ailleurs la phrase dans le livre. Bon, chers amis, clocheurs célestes, merci beaucoup à tous pour cette émission. On remercie Jean-Michel, Matej, Antoine, les inutilités rayonnantes de cette émission. Benoît Dutertre, merci beaucoup encore de venir. C'était très sympathique et intéressant. Merci. Alors là, dans nos prochaines émissions, je vais faire les annonces, il va faire de la pub pour nous-mêmes. Dans 15 jours, nous recevons François Gibault. Ah, bah, je vous saluerai pas. Grande émission, vous allez voir, il n'y a que des gens pour vous. Donc, dans un mois, Nicolas Destiendorf. Oh, bah, un grand copain, ouais. Bon. Vous seriez pas un peu... Non. Mais non. Je voulais dire quoi, réac? Non, pas du tout, enfin. Parlez pas de malheur. Vous allez nous obliger à faire du l'émission se passait bien, il va falloir faire du montage. Merde. C'est fini, salut fraternité.